Bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO Le Monde Informatique dédié à la cybersécurité. Nous allons nous intéresser à la géopolitique, à la sécurité et bien entendu à la cybersécurité. On va voir que tous ces éléments sont liés et ces enjeux sont liés. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Bernard Barbier qui est ex-directeur technique de la DGSE. Bonjour Bernard. Bonjour. Et Franck de Cloquemont qui est expert en intelligence stratégique et enseignant. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, quelques mots un peu sur votre parcours Bernard parce qu'il est assez étonnant. J'ai découvert que vous étiez ingénieur en instabilité des plasmas thermonucléaires. Vous avez été au CEA. Vous êtes passé aussi par Capgemini. Et donc vous avez une grande lignée sur l'innovation, la technologie. Vous avez été grand spécialiste des supercalculateurs. Hein, c'est un peu votre domaine. Et petit à petit, vous êtes intéressé, puisque vous êtes là pour en parler, à la géopolitique. C'est par passion, Bernard, que vous êtes rentré dans ce domaine. En fait, c'est par passion d'abord des sciences et des technologies, par passion de l'histoire aussi. Donc, et ce qui m'a passionné, c'est de comprendre, en étant au cœur d'une révolution au niveau de la France sur l'utilisation de cette technologie, comprendre finalement comment cette révolution technologique peut impacter la géopolitique. Alors vous êtes au croisement là, de la cybersécurité, de l'innovation et de ces dimensions géopolitiques et vous faites aujourd'hui du conseil auprès des entreprises. Oui. PME, grand compte. PME, grand compte et maintenant de plus surtout PME parce que voilà, je diminue tout doucement mon activité. Et le besoin est aussi bien présent. Ah oui, non, je fais du conseil auprès de PME dont je suis très proche des dirigeants. Et c'est très intéressant, après avoir été chez Capgemini pendant 5 ans et d'avoir travaillé avec des très grands groupes, de comprendre l'état des lieux actuel des PME, quoi. Et Franck, vous faites aussi, vous êtes alors venu plutôt du domaine de la sûreté pour aller après sur le domaine de la cybersécurité, mais ces domaines sont quand même étroitement liés, hein, Voilà, tout devient interconnecté. Sur l'aspect géopolitique, c'est-à-dire comment anticiper les risques, effectivement, et par granularité, tenter d'exposer beaucoup moins les clients, entre guillemets, à ce type de risque qui parfois passe par de l'ingénierie sociale, par la partie humaine, en fait, du dispositif. Toujours l'aspect, le numérique n'est qu'un levier, il y a toujours une dimension humaine. Alors si on doit faire un peu une photo instantanée un peu de ce qu'on voit aujourd'hui, on a de plus en plus d'attaques étatiques, on a toujours ces groupes cybercriminels qui peuvent avoir des raisons diverses et des besoins divers. On est loin quand même du hacker dans son garage ou dans sa chambre, même s'il y en a peut-être toujours, mais maintenant il trouve des ransomware un peu sur étagère. En fait, de qui sommes-nous la cible là? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se dégage sur le paysage français là, toujours les mêmes types d'actions avec effectivement par couche, hein, c'est-à-dire effectivement la couche étatique, géopolitique, la couche cybercriminalité avec des mafias organisées. On le voit sur toutes sortes de trafics, les groupes criminels effectivement en plus petite échelle, des individus mais parfois qui bossent en team. Et grosso modo, les attaques étatiques sont quand même assez importantes, on le voit, parce que derrière vous avez des cyberguerriers qui sont générés par des États et qui s'occupent sur au moins quelques pays très connus de taper sur les intérêts économiques ou sur les intérêts stratégiques ou d'actionner, si vous préférez, des leviers pour créer un peu de discorde ou de problèmes techniques. Est-ce qu'on assiste aussi à une convergence des luttes? C'est-à-dire de dire, bah voilà, on a une cible et des intérêts qui peuvent être divergents avec l'aspect financier, la propriété intellectuelle et puis l'aspect renseignement. C'est du multi-critères, multi-cibles, multi-moyens. Effectivement, certains États peuvent s'associer à d'autres, c'est des fois le cas, ou certains peuvent être utilisés à terme de proxy, pour que l'attaque ne puisse pas être attribuable, de façon à noyer un peu le poisson. Mais c'est des choses tout à fait qui se pratiquent tout à fait quotidiennement. Alors Bernard, on s'attendait à un tsunami, un Armageddon en fait, de cyberattaques là, pendant les JO. Alors, et finalement, on pouvait s'attendre à des attaques sur les transports au lieu d'avoir des attaques logiques. On a eu des bonnes attaques physiques. Il y a eu des attaques, mais le bilan est quand même positif. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan un peu de cette rentrée? Alors c'est très intéressant justement de faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé au JO. Je pense que la France a démontré son expertise du domaine, hein, clairement, au niveau étatique. Donc on a anticipé, puisque moi j'ai participé à des réunions il y a 4 ans avant en fait, 4-5 ans avant. On a commencé quand la France a été désignée, disons Paris a été désigné comme organisateur des JO, le COJO, donc une fois que l'équipe a été créée, moi j'ai travaillé avec eux, et très vite il y a eu une prise de conscience du risque très important d'attaques cyber pendant les JO, qui entraînerait une très mauvaise image de la France. Il y a eu le retour d'expérience de Tokyo. Alors Tokyo c'était particulier, il n'y a pas de spectateurs, mais il y a eu de très nombreuses attaques. Et donc il y a eu une anticipation au niveau de l'État français, comme c'était quand même quelque chose qui était critique. On a décidé qu'il y avait un seul pilote
C'était le directeur général de l'ANSSI, donc Guillaume Poupard et après Strubal, qui ont été les seuls pilotes. Et le fait qu'il n'y ait qu'un seul pilote, pour moi, ça a beaucoup changé, ça a été fondamental. Le maître mot, c'est vraiment la préparation, l'anticipation. C'est la gouvernance, en fait. La gouvernance. Il y a une seule gouvernance, il y a une anticipation, c'est-à-dire que dès le départ, on s'est dit, dans la chaîne logistique, hein, il y a le COJO, mais il y a tous les gens derrière. Et donc, quels sont les points critiques de cette chaîne logistique, par exemple sur les billets, etc. Et donc, on a défini, ils ont réussi par des méthodes d'analyse. Hein, la France est championne du monde avec les méthodes d'analyse de risque. Hein, et donc, on a défini les points critiques. Et à ce moment-là, les entreprises qui ont été jugées critiques ont été auditées par l'ANSSI. Et l'ANSSI a corrigé les failles. Et pas que les grosses, en fait. Oui, toute la chaîne. Pas que Atos ou d'autres. Toute la supply chain. Et puis, sur la partie, quand il y a eu des logiciels qui ont été développés pour ça, on a lancé, avec quelques entreprises françaises en première ligne, ce qu'on appelle du bug bounty. Donc un concours du pentest à concours. De pentest logiciel. Hein. Et donc on a corrigé, il y a eu des méthodes Secure by Design, hein, c'est-à-dire en gros DevSecOps. Donc les logiciels ont été développés avec des méthodes de sécurité intrinsèques. Et donc on voit que toute cette capacité de renforcement des défenses a été efficace. Est-ce que vous voyez en fait se développer aujourd'hui des attaques? Alors les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées, complexes. Qu'est-ce qui vous inquiète là particulièrement? Qu'est-ce que vous voyez un petit peu surgir comme méthode, comme typologie d'attaque? Alors, si on regarde les chiffres, moi où je suis inquiet, c'est qu'il y a un consensus, alors surtout comme les États-Unis et d'autres, où en gros, avec les assurances, on paye les rançons. Donc le business cybercriminalité est évalué à 3 000 à 4 000 milliards par an. On n'arrête pas de répéter qu'il ne faut pas payer. Oui, mais aux États-Unis, en gros, personne ne le dit, mais il y a plus de la moitié des entreprises qui sont hackées et qui payent les rançons. Donc, ça provoque un appel d'air. Donc c'est un business hyper rentable. Donc il y a une énorme cybercriminalité qui s'est développée autour de là. Et moi, ce qui est très dangereux, c'est que ça, c'est alimenté aussi par des pays. Ce qu'il faut comprendre, la géopolitique, c'est qu'en réalité, ce n'est pas des gamins chez eux, non, il y a une volonté politique de déstabiliser l'Occident, clairement, hein, et que j'appelle la cybercoercition, qui est claire et nette. Je veux dire, quand on regarde ce qui se passe, il y a un certain nombre de pays qui sont les moteurs de ça. Donc on peut les nommer, hein, c'est Russie, Chine, Corée du Nord et Iran. Et la Turquie, un peu détournée. Alors Turquie, ils ne sont pas des gentils non plus. Hein. Alors je ne sais pas. Non, mais je veux dire, alors après, les Américains, c'est autre chose. C'est l'espionnage. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les Américains ont une capacité intrusive informatique qui est gigantesque, puisqu'ils tiennent tous les logiciels. Maintenant, il faut le savoir, il faut se protéger. C'est pas des gentils, les Américains. Hein. On sait bien que sur certaines affaires, ils espionnent massivement la France. Mais ça, on le sait. C'est pas la peine de s'en cacher. On le sait que tout le monde espionne tout le monde, en fait. Bah oui, c'est la règle du jeu. C'est un peu la règle du jeu. Tout à fait. Et en fait, c'est-à-dire que là, ça touche en plus. C'est-à-dire que n'importe qui peut être touché dans le cadre d'une déstabilisation. On n'est pas forcément un OIV, pas forcément une entreprise stratégique. En fait, l'idée, c'est de déstabiliser tout le monde. C'est de déstabiliser tous les fournisseurs, on va dire, toute la partie fournisseur, qui est effectivement une porte arrière sur ces attaques-là. C'est-à-dire que finalement, tout à chacun peut être le relais par proxy, tout simplement, pour atteindre la cible finale. Mais on a plusieurs acteurs qui s'organisent, qui se coordonnent dans un but très précis, avec derrière de la criminalité, des objectifs géopolitiques tout à fait et clairs, contre nos intérêts. Alors je parlais tout à l'heure de complexité, on a des attaques qui peuvent être hybrides. Est-ce que concrètement, ce que vous voyez, vous, sans forcément citer de nom, mais d'attaques vraiment abouties, où il y a le levier numérique, il peut y avoir l'intelligence stratégique d'approche, l'ingénierie sociale pour construire un peu le bon discours. Est-ce que vous voyez de plus en plus d'attaques, je dirais, complètes, formées, qui aboutissent? Ça a toujours été le cas. L'humain étant le maillon faible, on le regarde sur les fameuses arnaques dites au président, prélèvement d'argent ou versement d'argent frauduleux. Il y a toujours une composante humaine à la base. Il faut faire agir, et il faut faire agir en fonction d'actions que les gens n'auraient pas fait d'eux-mêmes s'ils n'avaient pas été influencés ou mis dans un contexte permettant d'influencer sur leurs actions. Donc oui, tout à fait, cette complexité est mise en place, et puis les moyens techniques, les ressorts techniques viennent en plus compléter ces actions qui sont des actions de déstabilisation, de coercition, voilà, et qui d'une certaine manière peuvent aboutir à de gros effets avec au départ finalement peu de
peu de risques pour l'attaquant. C'est toujours le même problème, c'est que l'attaquant finalement n'encourt pas grand-chose. Il faut le trouver, mais ensuite le poursuivre. C'est l'attribution, effectivement, ou l'imputation. Les services de renseignement parlent plutôt d'imputation. L'attribution étant la trace technique effective, la preuve en fait. L'attribution, c'est cela. Et puis l'imputation, c'est plutôt concernant les risques géopolitiques. On se dit que les acteurs en lice les plus capables de faire ça sont ceci ou cela. Et donc effectivement, on considère que ça peut être une attaque venant de tel ou tel type d'acteur, ou coordonné ou pas d'ailleurs, quand on fait l'analyse de risque ou éventuellement l'état des lieux après une attaque. Alors Bernard, on parle sans arrêt de sensibilisation, de communication, pourtant la presse se fait l'écho chaque semaine d'attaques. Il y a des ransomware tous les 2 jours, là, il y a des fuites de données massives chez les opérateurs de télécom. De télécom. Est-ce que pour vous, là, ce que vous voyez chez les dirigeants, les entreprises sont suffisamment conscientes sur quoi il faut qu'elles agissent? C'est-à-dire que est-ce que c'est une question de moyens financiers, de moyens humains, de gouvernance, de prise de conscience des directions générales? C'est un peu tout ça, vous allez me dire, mais je veux dire, là où le bas blesse exactement, quoi. En fait, moi j'ai commencé à travailler dans le privé sur ce sujet-là en 2014-2015 quand je suis rentré chez Capgemini. Et j'avais un slogan, c'est Be Secure, Win More. C'est-à-dire en gros, Be Trusted, Be Secure, Win More. L'idée, c'était de dire, si une entreprise devient une entreprise de confiance sécurisée, elle va faire plus de chiffre d'affaires. Bon, ça a des limites. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, on voit bien la limite du système, c'est que en gros, soit l'entreprise est contrôlée par un aspect réglementaire ou loi. Comme ça peut être là avec NIS 2. NIS 2, donc c'est OIV en France avec la loi de programmation militaire. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec après Colonial Pipeline. C'est-à-dire ils réglementent maintenant les OIV américains. Et on voit bien que une des solutions uniques, c'est quand même de réglementer et d'obliger les entreprises à se sécuriser. C'est-à-dire que c'est sous la contrainte. C'est sous la contrainte parce qu'en fait, très peu d'entreprises ont compris qu'en ayant un meilleur niveau de sécurité, il faut leur démontrer qu'ils vont gagner de l'argent. Parce que le problème, c'est que ça coûte cher. Et voilà, est-ce que ça rapporte quelque chose? C'est ça qu'il faut. Je pense qu'il y a tout un état d'esprit à changer, fondamentalement dans les dirigeants, dans les COMEX et les possesseurs des entreprises, les conseils d'administration, pour leur faire comprendre que c'est une évolution fondamentale de notre vie dans le numérique. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise commencent à réaliser quand ils sont au pied du mur, c'est ça en fait Moi par exemple, là je travaille avec une PME qui fait quand même 700 personnes. Et c'est suite à une discussion avec le PDG que je connais assez bien, qui m'a dit, Bernard, j'ai compris que mon entreprise est en risque fondamental en cas d'attaque cyber. Donc je te fais confiance pour mettre en place ce qu'il faut pour me sécuriser. Et c'est parce qu'il y a un dirigeant de l'entreprise qui a compris que ça peut être la mort de son entreprise. Regardez le taux de destruction des PME par des attaques cyber. Il y a la moitié des PME qui ne se remettent pas d'une attaque cyber. On dit souvent, si on veut vous attaquer, on réussira à atteindre notre cible à un moment donné, un jour ou l'autre. C'est qu'une question de volonté et de moyens. Là, on a annoncé l'Armageddon, comme je disais, cet été. En fait, on annonce depuis des années ces attaques massives sur les systèmes industriels, sur les systèmes hydroélectriques. Après, depuis Stuxnet, qui était il y a peut-être 15 ans, on a l'impression qu'il y a la menace, on a l'épée de Damoclès, mais il se passe en effet pas grand-chose par rapport à l'Armageddon qui peut être annoncé. Et bien souvent, ce qui paralyse, on parlait des attaques bien physiques pendant les JO avec des mises à feu de systèmes de SNCF. On a vu ce qui a paralysé un peu le ciel européen, c'était l'affaire CrowdStrike de mise à jour. En fait, c'était pas une menace, je dirais, cyber en tant que telle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est préservé de cet aspect d'Armageddon, Franck? Bernard l'a dit, quelque part, c'était une bonne prévision 4 ans auparavant, avec une bonne coordination d'équipe, un bon management, une bonne gouvernance. À partir du moment où chacun sait ce qu'il a à faire et ce sur quoi il doit agir, forcément, au final, on obtient des résultats. On parlait tout à l'heure, effectivement, des Jeux Olympiques au Japon, où il n'y avait effectivement pas de public, mais il y a eu d'énormes attaques, puisqu'en fait, ça n'avait pas été anticipé. L'objectif, c'est de scénariser potentiellement les risques à venir, et puis de comprendre que dans le cadre de ces scénarisations, alors souvent catastrophes, parce que je pense que le fait de rendre aussi catastrophique certaines choses permet de faire prendre conscience aux dirigeants publics, politiques, administratifs, du risque.
hein, jusqu'aux PME. La capillarité va jusqu'aux PME. Cette scénarisation peut l'avoir au niveau d'une entreprise. Bien sûr, bien sûr. De la même manière. C'est le rôle des spécialistes effectivement, de faire il y a des méthodes d'analyse de risque. Voilà, tout à fait. Donc d'ailleurs, l'ANSSI maintenant a mis au point des méthodes d'analyse de risque qui sont très très bien faites, qui permettent au niveau de l'entreprise de comprendre quels sont les risques de l'entreprise en fonction de son métier et de son business, et à partir de là, de réduire ces risques par soit de l'organisation, soit des outils techniques de cybersécurité. De toute façon, NIS 2 ou DORA dans le monde bancaire et financier sur l'aspect résilience vous oblige aussi à cette préparation à la crise. Voilà. C'est-à-dire que d'une certaine manière, maintenant, il y a presque une obligation, je dirais presque légale, ou légale, d'anticiper, parce qu'effectivement, peut être un vecteur également de problème. Et puis à un moment, il s'agit ici d'arbitrer, on le voit dans le bancaire, entre ce que j'appellerais le business et puis les risques potentiels, surtout si on a des signaux qui indiquent que de toute façon il risque d'y avoir une attaque. On peut très bien baisser le niveau du business puis augmenter le niveau de la sécurité pour être certain que rien ne se passe de façon négative. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est en fait NIS 2, c'est quand même la preuve, en tout cas on avoue que le système répressif ne marche pas. Parce que le système répressif judiciaire ne marche pas en fait, parce qu'on n'arrive pas, les types ils sont réfugiés derrière leurs frontières. Combien de cybercriminels importants ont été condamnés? Le seul qui a complètement raté, c'est le Chinois qui s'est fait prendre en Belgique, qui a attaqué Safran, qui a été attiré en Belgique par les Américains, et les Français d'ailleurs, et qui s'est fait choper par la police belge, extradé aux US, et qui est en train donc qui a pris 20 ans de prison, là, qui est récent, et qui est en train de négocier son retour à Pékin, quoi. Mais le type, il est con, il s'est fait attirer bêtement en Belgique, et les Belges, ils n'ont pas compris que les Belges... donc il y a très très peu de cybercriminels qui se font prendre par la justice. Puis on le voit, c'est un peu comme un système cancéreux avec des métastases. C'est-à-dire l'objet qui est arrêté dans un endroit donc la répression judiciaire ne marche pas. Par rapport à la drogue, on voit bien que ça ne marche pas. Donc maintenant, la seule façon, c'est de durcir la défense. Et NIS 2, c'est un durcissement extrêmement important de la défense. Avec un palier qui peut être très important, puisque ça va toucher des plus petites structures, des collectivités de taille moyenne. Tout à fait. Un palier à franchir qui est important. Exactement. Alors, on exergue un peu le rôle moteur de l'ANSSI en termes de contrôle, de gouvernance, de préparation. Et même de répression. Dans NIS 2, c'est l'ANSSI qui va être chargé de la répression. Oui. Après, qui va devoir y mettre un certain nombre de moyens, ça va voir comment. Mais vu de l'extérieur, comme ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives en cybersécurité, dans le domaine civil, militaire. En fait, on a l'impression d'avoir un pilage de couches plus ou moins administratives. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a quand même une gouvernance? Quelle est votre vision un peu de ce marché des entités chargées de la cybersécurité? Il y a des choses qu'on pourrait dire et d'autres pas, non, je plaisante, mais en réalité, effectivement, il y a cette vocation à chacun de tirer un peu la couverture pour essayer de couvrir un domaine. Beaucoup le font très très bien. Ensuite, encore une fois, le problème c'est la gouvernance, c'est-à-dire qui fait quoi, pour quel résultat. Quand c'est bien fait, on le voit très bien sur les JO, ça fonctionne très bien. Et ensuite, l'idée c'est que chacun veut son petit domaine cyber, alors qu'en fin de compte, c'est la concertation et le travail en commun qui peut amener à des résultats, puisque c'est aussi systémique cette affaire-là. Donc l'ANSSI, par exemple, chargé effectivement, là bientôt également sur les PME, PMI, intervenir. Donc ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il faut recruter des gens, il faut avoir des profils, il faut derrière former, il faut avoir des ressources humaines, ce qui est rare et cher. Et puis en plus, toute la problématique également des spécialistes que les uns et les autres essaient de se... Oui, c'est une chasse au Voilà, c'est une chasse au profil, au bon profil, au talent, et à la formation également. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on rentre dans ce jeu-là, il y a quand même toute sorte de problématiques à mettre en œuvre et puis à résoudre pour une efficacité maximum. Et Bernard, ce que vous voyez dans les entreprises, est-ce que vous voyez, alors je parlais de pilage ou millefeuille administratif, vous pouvez réagir aussi sur ce point, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un empilage de solutions et des entreprises qui sont en fait un peu contraintes avec des fois des vents contraires entre la réglementation, le business, l'aspect financier? Qu'est-ce que vous voyez un peu comme problématique là, moi j'ai vécu un peu toute l'histoire, c'est à partir de 2006 et je pense qu'on a un problème. Après, on est des Gaulois, c'est-à-dire qu'on aime bien travailler en tribu et donc pas obligatoirement avoir un seul chef à la tête. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même l'ANSSI qui a été créé quand même pour être le pilote au niveau national. On lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, les gendarmes et tous ces gens-là. On voit qu'il y a quand même un problème de gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance claire.
moi j'ai toujours milité pour qu'il y ait une gouvernance très claire au niveau étatique, comme ça se passe dans plein de pays. Hein. C'est alors le niveau exécutif, donc ça, là pour nous, alors après... Mais du coup, c'est un problème de volonté politique? Oui, c'est-à-dire qu'on a deux problèmes fondamentaux par rapport à un pays que j'aime bien et que j'aime pas bien non plus, mais c'est les Britanniques qui pour moi sont un exemple, même si j'aime bien gagner au rugby contre les Anglais quand même. Hein, mais les Britanniques, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils ont écrit il y a un an une stratégie cyber d'une clarté énorme, alors que nous, on n'a rien. Notre stratégie, elle a 6 ans, elle est obsolète. Donc ils ont écrit un document qui fait 60 pages, qui est très clair, très précis, qui montre 5 grands axes. Ils ont, au niveau du Premier ministre, un monsieur cyber, qui est le conseiller du Premier ministre et qui pilote toute la stratégie cyber du gouvernement britannique. Et voilà, comme les Américains, ils ont au niveau de la Maison-Blanche avec Anne Neuberger, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je la connais, cette fille, c'est une experte de la NSA. Les Israéliens, ils ont pareil. Nous, on nomme un nouveau gouvernement, personne ne s'occupe de cyber. On pouvait s'attendre à un vrai ministre. Donc moi j'ai milité pour qu'on ait un coordinateur national cyber, comme on a un coordinateur national contre la lutte contre le terrorisme, qui s'est avéré très efficace, hein, tout le monde reconnaît. Bah, bien entendu, on avait un candidat qui était absolument reconnu par tout le monde, qui était Guillaume Poupard. Donc moi j'ai milité à l'Élysée avec un certain nombre de gens. Finalement, Guillaume est parti ailleurs. Hein. Et donc, parce qu'on a un vrai problème en France de compréhension, c'est-à-dire qu'on en fait un enjeu politique de pouvoir, alors que c'est absolument pas ça. C'est un enjeu, pour moi, stratégique, mais qui n'est pas un enjeu de pouvoir. Et ça a été compris comme un enjeu de pouvoir en disant le mec il va avoir le pouvoir sur tout le monde. Mais non, c'est un problème stratégique. Donc une vraie volonté politique, un vrai sponsoring en fait. Et d'abord il faut réécrire le document de fondement, le fondement de notre stratégie cyber au niveau de l'État. Quand on parle de géopolitique, tout ceci doit vivre aussi. Donc il y a une équipe qui a été désignée, je connais très très bien les gens qui ont été désignés, en plus c'est des très bons, hein, parce que j'ai essayé de bosser avec eux. Mais le problème c'est qu'avec ce qui s'est passé au niveau politique français, l'équipe elle tourne en rond depuis 6 mois. Quoi. Et donc la stratégie cyber française, je la vois mal sortir en 2025. Quoi. Elle sortira certainement plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, j'en parlais, d'empilage de solutions. Avant, on savait, il y avait des antivirus, il y avait... En fait, est-ce qu'aujourd'hui, des acteurs qui se diffusent un peu partout, qui s'étendent un peu à toutes les strates, et on arrive peut-être à des problématiques d'empilage d'applications, un empilage applicatif dans les structures. C'est un problème que vous voyez, vous, Bernard? Oui, c'est clair qu'on a un énorme problème. C'est que le RSSI et le DSI, ils ont 150 fournisseurs face à eux. Le problème, c'est que les Américains, les gros boîtes américaines, pure players cyber, hein, comme Palo Alto, ont compris le sujet. Donc, ils sont en train de racheter... Palo Alto, c'est 100 milliards de valorisation au Nasdaq. Donc, c'est des gens extrêmement riches. Donc, ils achètent à coût de centaines de millions des solutions technologiques, des startups, souvent israéliennes. Et donc, ils ont une offre globale. Maintenant, de plus en plus, Palo Alto va vous offrir toute la cybersécurité. De plus en plus important. Hein. Voilà. Donc, il n'y aura plus qu'un seul fournisseur en face de vous. Ce sera Palo Alto, ça sera CrowdStrike, ça sera Microsoft. Et l'IA. Et le problème, c'est qu'en France, on a une succession de PME, de petites startups. Donc, il y a plein l'écosystème français est parti. Il y a plein de créativité. Mais quand vous regardez ce que j'appelle les pure players cyber, c'est-à-dire que les boîtes qui ne font que ça, les éditeurs de logiciels, le premier, il doit être à 100 millions de valorisation au second marché. Vous vous rendez compte? Par rapport à Palo Alto qui vaut 100 milliards. Oui, il y a effectivement là-dessus quelque chose de très important, sans compter effectivement le lobbying au niveau des institutions européennes qui ont été faits 5 ou 6 ans auparavant, avec 10 millions de dollars déversés effectivement pour mettre en avant les acteurs américains en matière de fournisseurs, et puis avec effectivement une coordination complète les concernant à rachat de sociétés, qui d'une certaine façon grêle un peu l'activité de nos propres sociétés, et donc ça il faut le voir aussi. Et donc effectivement avoir un coordinateur dans ces domaines-là serait très important, parce que ça permet aussi d'avoir une vision claire de ce qui se passe en temps réel, et puis de protéger nos acteurs, en tout cas de faire attention à tout cela, parce que ça a une conséquence sur le plan géopolitique, c'est qu'ensuite on devienne dépendant de solutions
uniquement américaine. Et c'est le jeu, mais c'est le jeu parce que c'est le jeu de l'économie ou de la guerre économique, on va dire ça comme ça, si on veut être un peu piquant. Mais on a aussi obligation, nous, en tant que pays, de protéger nos acteurs pour pouvoir rester souverain, en tout cas sur certaines parties, et de protéger tout le tissu économique qui est le nôtre. Franck, ce qui peut être intéressant, c'est sur quelle partie? Parce que là, vous parliez de l'empilage des solutions là, qui s'étendent de plus en plus d'acteurs américains. La bataille sur le cloud, elle semble être perdue. Là, je voulais parler un peu d'IA. On va en reparler sur les aspects un peu d'usage, mais sur l'aspect IA aussi, la bataille semble difficile à gagner. Comment peut-on aujourd'hui encore parler de souveraineté? Et si en plus il y a une absence de gouvernance où chacun tire un petit peu sa couverture à lui, est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté aujourd'hui, une souveraineté française ou européenne? De mon point de vue, et Bernard a une vision très intéressante là-dessus également. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on nous vend le discours qui est de dire on a des allégeances particulières, on peut travailler sur certains aspects, sur d'autres on ne peut rien faire parce que c'est déjà perdu, et que de toute façon tout ce qu'on va investir est déjà lettre morte, si j'ose dire. Donc concentrons-nous, et on en parlait l'autre fois, concentrons-nous sur l'avenir, la suite. Passons éventuellement notre tour sur les technos sur lesquels on est de toute façon plus du tout en capacité de prendre la main, et puis concentrons-nous sur la suite. Ça peut être des tas de sujets, la 6G, etc., sur lesquels on peut effectivement creuser l'écart également pendant que les autres s'occupent d'autre chose. C'est une stratégie parmi d'autres. Mais il est vrai que d'une certaine façon, quand on ne défend pas son précaré, au bout d'un moment, ça se cote en argent, et puis ça se cote en perte de souveraineté, de capacité à faire en fin de compte. Et Bernard, il faut se concentrer sur quoi? Alors, je pense qu'il faut là-dessus, bon après c'est un travail qu'on a regardé. Moi je fais partie de l'Académie des technologies, donc on est quand même 350 cheveux blancs, mais bon, avec un certain background quand même, parce que pour être élu par ces académiciens, il faut avoir un certain background. Donc en fait l'idée c'est de dire regardons l'état des lieux et il faut anticiper le futur et investir dans le futur. Mais il ne faut pas investir dans le passé. Sur le cloud, moi je regardais les chiffres prévisionnels d'investissement, donc Microsoft, Google, donc Twitter, etc., Amazon et Oracle qui commence à être très présent. Et donc ils ont en gros 100 milliards d'investissements prévus dans les 3 ans qui viennent dans des data centers pour faire de l'IA. 100 milliards. Parce que ces gens-là font tellement de bénéfices. Nous, quand on regarde au niveau français, je sais pas, des grandes boîtes françaises, Orange, Thales, Capgemini, combien ils ont prévu d'investissements dans des data centers et l'IA? Rien. Je veux dire, aux États-Unis, c'est quand même ces GAFAM qui investissent, c'est pas le gouvernement. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont tellement d'argent, ils gagnent tellement d'argent avec Microsoft. Microsoft gagne tellement d'argent qu'il peut investir 100 milliards. Et donc on a un système qui est en train de grossir, et que nous, Européens, donc à un moment donné, il faut se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Azure, toutes les boîtes, les grandes boîtes utilisent Azure parce que c'est un superbe outil. On ne va pas revenir en arrière, on ne va pas faire la guerre avec un lance-pierre alors que les autres ils font la guerre avec des hammars, là, je sais pas quoi, des missiles énormes. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, quelles sont les stratégies, quels sont les besoins stratégiques du futur? Ces supercalculateurs, enfin ces data centers, les supercalculateurs d'IA, ces GPU nécessitent énormément d'énergie. On parlait en préparation de ce débat d'énergie nucléaire, même pour alimenter maintenant ces data centers. Est-ce que l'enjeu n'est pas là, c'est-à-dire d'aller sur la fourniture d'énergie? Je regardais les projets américains, donc ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, donc c'est des petits réacteurs nucléaires qui font 100-200 MW électriques, alors que les gros réacteurs nucléaires comme l'EPR, ils font 1800-2000 MW. Donc c'est des réacteurs qui vont s'installer auprès de grandes villes, donc qui vont alimenter la grande ville. Alors que nous, nos réacteurs, il faut... Voilà. Et donc, si on regarde ce qui se passe, là, les GAFAM, et d'ailleurs c'est intéressant, le mec de OpenAI, là, comment il s'appelle? Sam Altman. Oui, donc c'est très intéressant parce qu'il a fait des annonces il y a 6 mois, un an, sur les problèmes de besoin en énergie électrique pour l'IA. Et il a dit, si on continue, il faut absolument investir dans des sources d'énergie électrique décarbonées. Donc il n'y a que 2 solutions, c'est le nucléaire ou le thermonucléaire. Donc il a dit, il faut se lancer dans les petits réacteurs nucléaires. Et il faut aussi investir énormément dans la fusion thermonucléaire, donc le projet qu'on a en France qui s'appelle ITER. Donc il y a d'un point de vue scientifique, il
Il y a des révolutions qui sont en train de se faire pour faire la fusion thermonucléaire contrôlée, pour faire de l'énergie électrique. Et lui, il a dit qu'il faut investir 1000 milliards dans le thermonucléaire pour faire des sources d'énergie inépuisables pour le futur. Le thermonucléaire, en fait, c'est ce qui se passe dans le Soleil, on le fait sur Terre, et on a une source d'énergie inépuisable puisqu'on brûle de l'hydrogène. En fait. Autre sujet aussi, mais on a reçu l'ESA aussi dans ce grand thème, c'est la bataille satellitaire, où aussi on est un gros enjeu, où on est malheureusement... Donc sur ce sujet-là, l'Europe, la France, on est très bien placés. Sur les SMR, Small Modular Reactor, donc on a quand même des experts au CEA dont j'ai fait partie, mais le problème c'est qu'on est complètement bloqué par notre législation. Donc les autorités de contrôle françaises annoncent que les premiers Small Modular Reactors français fonctionneront sur le territoire français peut-être dans 10 ans. Les Chinois sont en train d'en faire fonctionner un. Et les Américains, dans 3-4 ans, il y en aura un. Donc nous, on est en train de perdre la bataille de l'énergie électrique. Sur l'IA, on a les meilleurs mathématiciens du monde, puisque les boîtes américaines recrutent ces mathématiciens. Mais nous, au lieu de dire tout le financement étatique de l'IA, je le mets sur 2 ou 3 équipes scientifiques, on l'a réparti sur 15 équipes scientifiques. Donc à l'arrivée, il n'y aura rien. Il y aura des scientifiques de haut niveau français qui seront embauchés par des boîtes américaines. Voilà. On revient sur cette problématique de gouvernance. Alors c'est pour terminer un petit peu ce débat là sur l'IA, là on parlait de l'énergie et des calculateurs qu'il faut pour développer l'IA. L'IA est utilisée dans tous les outils cyber. On va de plus en plus vers de l'automatisation, du machine learning, de l'intelligence collective, là quand on va récolter un peu des logs un peu partout. Est-ce que vous voyez là en termes de cybermenaces, je dirais des cybermenaces sur le terrain boostées par l'IA? Et je ne parle pas simplement des messages qui peuvent être maintenant du scamming ou du spam fait par l'IA, mais est-ce qu'on voit vraiment qu'on a franchi un cap avec des cyberattaques vraiment boostées par l'IA? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est devenu une tendance? Ça sera une tendance, c'est une tendance. Ça deviendra une menace effective parce que de toute façon, on ira vers cette ligne de crête-là, bien sûr. Et puis il y a également l'inverse, on peut être un peu optimiste en se disant que ce qu'on peut utiliser pour l'attaque, on peut aussi l'utiliser pour la défense de la même manière, sachant que prime est toujours à l'attaquant, mais la défense bénéficie aussi de cette possibilité de contrecarrer grâce à cette capacité qu'offre l'informatique avancée, l'intelligence artificielle, à pouvoir faire des choses pour empêcher de se faire hacker, de se faire pirater. C'est un sujet sur lequel vous étiez aussi intéressé? Oui, je pense que là, ce qu'on voit, c'est que les premières actions opérationnelles, c'est sur la défense, avec des outils qu'on appelle EDR, donc les antivirus modernes qui reposent sur de l'apprentissage. Donc on peut détecter automatiquement des intrusions par de l'apprentissage. Et des signaux faibles. Par contre, ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau attaque, tous les grands services de renseignement ont recruté des très très grosses équipes d'IA pour préparer des outils d'attaque, parce que ça va permettre d'automatiser l'attaque. C'est-à-dire qu'actuellement, l'attaque, c'est un enchaînement d'actions élémentaires qui sont faites par des êtres humains. On le voit bien dans le bureau des légendes, vous voyez. C'est un peu schématique, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est très, très manuel actuellement, les attaques. Il faut enchaîner des opérations. Donc, si on a tel résultat d'une opération, j'enchaîne telle autre opération. On automatise et on Et ça, c'est parfait pour l'automatiser. Donc, on peut faire des attaques ultra rapides par des outils d'IA. Et ça, c'est clair que les grands pays sont en train ont monté des grosses équipes scientifiques pour faire ce type d'attaque. Et je pense qu'actuellement, il y a des attaques qui sont en cours qui reposent sur de l'IA. Et peut-être qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Exactement. On parle peu des APT, mais parce qu'on voit, je dirais, la partie immergée de l'iceberg avec les attaques DDoS ou les ransomware, mais il ne faut pas oublier ces attaques. Là, actuellement, il y a un gros travail de fond qui est comment je détecte automatiquement les zero day par des méthodes d'IA. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les zero day, c'est des failles. Pas identifiées. Des failles non identifiées dans des logiciels. Maintenant, il y a un énorme travail scientifique qui est fait pour les détecter automatiquement par de l'IA et pas par des êtres humains. Bernard, terminons sur une note positive dans ce débat. Est-ce que notre espoir, notre roi royal, est-ce que c'est le quantique? Alors, le quantique, alors pareil, d'un point de vue scientifique, il faut comprendre qu'est-ce que fait le quantique. Parce que là, je vois, il y a eu un buzz là, depuis quelques jours sur le fait que les Chinois
sont en train de casser le RSA, mais le RSA 300 bits, ça va. Donc le débat, c'est qu'on est déjà passé depuis longtemps. Donc le quantique, à mon avis, je pense qu'il y a un problème, il y a une grosse désinformation des fonds d'investissement. Parce que alors ça, c'est mon avis personnel, parce que le quantique a entraîné d'énormes investissements dans des fonds d'investissement. Et donc on a promis que le quantique arrivait. Moi, quand j'en discute avec des scientifiques, on a des problèmes de fond dans le quantique, on a des problèmes de précision de calcul. Donc il faut... Pour faire un quantique viable, il faut au moins mettre plus de 1000 qubits en fonctionnement en parallèle. Et ça, on ne sait pas le faire actuellement. Donc les Chinois, ils auraient quelques centaines de qubits, mais ça ne suffit pas. Par contre, ce qui est clair, que la science est telle qu'on va y arriver. Et donc on aura, alors combien, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on aura des ordinateurs qubits qui feront 1000 qubits, 10 000 qubits, qui vont casser le RSA. Donc il faut changer les outils de chiffrement de l'Internet. Donc les SSL, tous les outils HTTPS, SSL qui sont à base de RSA, puisque le RSA repose sur la difficulté des nombres premiers, donc de factoriser des nombres premiers. On sait bien que c'est une méthode NP complexe, et on sait bien que par le quantique, on résout ces problèmes NP complexes. Par contre, le quantique, c'est clair que sur certaines équations mathématiques qu'on résout dans les calculateurs classiques, le quantique ne sert à rien. Donc, le quantique, c'est pas ça permet de résoudre certains problèmes. Donc ça va permettre par exemple de développer des nouvelles molécules extrêmement performantes parce que ça résout les équations de Schrödinger fondamentales, mais ça ne résout pas. Par exemple sur la simulation des armes nucléaires, ça ne marche pas le quantique. Donc on revient à ce qu'il faut faire, c'est de l'anticipation. Voilà. Anticiper en fait. Ça c'est le fond. Malheureusement, nos gouvernants actuellement sont totalement incapable d'anticiper. Et pourtant, gouverner, c'est prévoir. Non, mais ce qui est très intéressant, je regardais la composition des dirigeants chinois. Il y a quoi ? Il y a 15 mecs là, qui dirigent la Chine. Là. Bon, il y en a un qui dirige plus, mais si vous regardez les 15 mecs qui dirigent la Chine, là, au Politburo, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils ne bougent pas. Non, 90% sont des ingénieurs de base de formation. Donc ils ont une vision scientifique des choses. Nous, regardez nos dirigeants. Ils savent pas ce que c'est que la science. Et donc, malheureusement, la science et la technologie sont quand même le fondement de nos sociétés modernes. Alors après, on peut dire que la science, ça ne sert à rien, que voilà, il faut faire du blablabla. Mais malheureusement, on voit bien que les Chinois, quand vous regardez... Je regardais là une interview de mon ami Alain Juillet. Ex-patron de la DGSE. Non, ex-directeur du renseignement. Ah, du renseignement. Non, il n'a pas été patron. Et donc, il a expliqué que les Chinois disaient tout sur la voiture électrique. Et ensuite, la voiture hydrogène. Les Chinois, ils ont des plans. Ils n'ont pas Bayrou pour s'occuper de plans. Ils ont des scientifiques. Et donc, ils ont dit, voilà, nous, on a un programme qui est clair. Ce programme, il est public. On a sur 20 ans, on a une stratégie. C'est les batteries, la voiture électrique et après l'hydrogène. Et voilà. Et donc, ils sont en train de tuer l'industrie européenne. Parce qu'en fait, donc, ils vont tuer l'industrie européenne de la voiture thermique par les batteries, mais on sait bien que la voiture électrique par des batteries, c'est une impasse sur du long terme, et le futur, c'est l'hydrogène. Mais les moteurs à hydrogène, c'est des moteurs thermiques en fait. Ils fonctionnent sur du thermique. Mais donc le futur, c'est les moteurs hydrogène thermiques, mais qui produisent, au lieu de produire du CO2, ils produisent de l'eau en fait. Parce que le résidu d'un moteur à hydrogène, c'est de l'eau. Donc je parlais d'anticiper, prévoir, mais en fait il faut planifier le temps long et aussi le temps court. Donc les Chinois qui ont à leur tête, à la gouvernance de la Chine, c'est comme des ingénieurs fondamentalement, même s'ils sont communistes. Et ben en fait, ils planifient tout d'un point de vue scientifique et technique, et tout est... En fait, ils le disent, ils ne le cachent pas, on le sait. Et c'est ce que dit Alain Juillet, il dit on connaît parfaitement la stratégie des Chinois. Ils le disent. Malgré qu'on l'explique, malheureusement, on n'apprend pas de leçons là-dessus. Non, a priori. Ouais, a priori. Donc Franck, votre prochain article, ça sera sur le quantique et la cybersécurité ? Exactement, et Bernard m'inspirera là-dessus, pas mal de choses intéressantes. Très bien, hâte de vous lire. Merci Franck, merci à vous, merci Bernard. Merci à vous. Et à une prochaine fois. Et à une prochaine fois. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain grand thème, CIAE, le monde informatique.